Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. La succession d'entreprises à travers une histoire familiale. Trimarg fête ses 40 ans cette année. Le créateur Éric Desjardins, décédé depuis, a passé le relais à sa fille. Poursuivre l'œuvre de son père, c'est une opportunité, mais aussi une responsabilité parfois lourde à porter. La nouvelle gérante a pourtant trouvé sa place. Sans oublier le bon plan de la semaine, les chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi, Libreco, c'est parti. Créer une société, c'est souvent l'entreprise d'une vie. Aujourd'hui, nous abordons la thématique de la succession à travers l'histoire d'une entreprise familiale. Trimarg fête ses 40 ans cette année. Elle a été créée par Éric Desjardins suite à son décès. Sa fille a repris le flambeau. Une entreprise à la croisée des générations. Anne-Sophie Bélanger avec François Brigitte et Mathias Delem. Aujourd'hui, Guillemette Boulan marche dans les pas de son père. Il y a 40 ans cette année, Éric Desjardins bâtissait les fondations de Trimarg. Il y a consacré sa vie jusqu'à l'année dernière. Emporté par la maladie, il a laissé à sa fille en héritage la lourde responsabilité d'en assurer l'avenir, un legs que Guillemette n'a jamais considéré comme un dû. Il y a eu un long cheminement pour dire que j'étais capable, ça c'était très important. J'ai vu tellement d'entreprises qui ont malheureusement fermé parce que les successions se sont mal passées, parce que mal préparées. On estime en effet que chaque année, près de 80 000 emplois, 10 000 entreprises disparaîtraient suite à des échecs dans ces successions. Preuve qu'un nom ne suffit pas à prétendre à des fonctions de direction, d'où aussi l'importance d'une transition bien préparée, de la nécessité d'imprimer sa marque auprès des clients, mais aussi des salariés. Autour de la table aujourd'hui, Alice Aurore, comptable. La partie technique, c'est OK, c'est clos, c'est-à-dire qu'on ne prend pas un autre véhicule, on a déjà. Maurice Chartier, directeur commercial. C'est pour ça, si tu veux, que j'avais dit, on part sur une Swift. Gabriel Burgos, logisticien. Est-ce qu'on pense que le rallye... Et enfin Thierry Lotto, directeur technique. Par rapport à ça qui va avoir un coût aussi. Des maillons essentiels de l'entreprise. Tous ont connu la direction d'Éric Desjardins, une ère où ce genre de réunion aurait été improbable. À l'époque de M. Desjardins, cette forme de réunion n'existait pas du tout. On se trouvait à avoir des décisions prises par la hiérarchie. C'était M. Desjardins qui se décidait ou son directeur qui était avec lui à l'époque. Je crois que tout a changé. C'est tout à fait l'inverse. Madame Boulan, actuellement, qui a pris en charge la société, ne prend aucune décision, je dirais, sans l'appui de ses collaborateurs. Si elle a fait cette démarche auprès de nous, c'est parce qu'elle en avait absolument besoin, parce que c'est un domaine bien particulier. Ce management participatif, c'était aussi une nécessité dans la période de vulnérabilité que représentait la transmission. J'ai besoin que mes employés soient avec moi et qu'ils le fassent avec moi, de façon à ce que ce soit un projet commun et qui puisse perdurer. C'est-à-dire que si j'arrive ici avec de nouvelles idées qui sont à l'encontre de leur façon de travailler, ça ne peut pas fonctionner, ça n'est pas possible. Alors, quelquefois, ça fonctionne dans les rachats, mais ça ne fonctionne pas dans une succession. Parce que dans une succession, c'est la continuité. En effet, pas question de balayer les 40 ans pendant lesquels Trimarg a assuré des bases solides. Les points forts de l'entreprise, son expérience, le SAV par exemple, un service 7 étoiles, synonyme d'excellence pour l'enseigne. Qu'est-ce qui se passe exactement? Le scan ne fonctionne pas, ça n'arrive plus sur les postes, c'est ça? Non, ça n'arrive pas, ça ne se déclenche pas, rien ne se passe. D'accord, vous avez eu des changements informatiques dernièrement? C'est un des points les plus importants de toute façon, maintenant pour pouvoir continuer à pérenniser des machines. La preuve, on a des machines qui ont plus de 10 ans, qui continuent à tourner sans problème. Et une grosse manne financière pour la société. Mais la succession a aussi été l'occasion de se remettre en question, de lancer une nouvelle offensive sur le marché. Julien, commercial, passe de longs moments chez ses clients pour identifier leurs besoins et surtout fournir une réponse adaptée. C'est vrai que dans le secteur, il y a énormément de concurrence, ça c'est sûr.
Mais pour vraiment différencier des autres, il faut être très à l'écoute des clients, prendre le temps d'étudier les besoins et de proposer des solutions qui conviendraient parfaitement à l'utilisation du client. Un service de qualité plutôt que des volumes de vente, car malgré la conjoncture, la stratégie de Trimarg, c'est de s'inscrire dans la durée. Même si le chiffre d'affaires est moins bon, le meilleur conseil prime toujours, parce qu'en fait le client nous remerciera toujours de l'avoir servi comme il faut. La Martinique subit l'influence du marché mondial. Le marché mondial aujourd'hui c'est quoi? Ce sont des fabricants qui décident qu'il faut produire 10 000 boîtes par mois pour gagner leur vie. Nous ne sommes pas là pour faire de la performance en quantité, nous sommes là pour faire de la performance en qualité. Donc, que nous soyons le premier marchand de boîtes de Martinique, ça ne nous intéresse pas puisque ça ne correspond pas à notre philosophie. Dans le temps, une machine à laver, ça durait 20 ans, tout le monde était content, une machine à laver, on la réparait. Aujourd'hui, une machine à laver, c'est tous les 3-4 ans qu'on la change. Qui a raison, qui a tort, je ne sais pas. Notre choix, nous, c'est de réparer la machine à laver. Et pour aller plus loin avec nous, Madame Guillemette Boulan, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc la gérante de la société Trimarg. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les premiers jours, les premières semaines, quand vous avez repris le flambeau, comme on le dit dans ce reportage. Comment ça se passe? Comment on se sent? Et puis, quelle a été votre réaction aux commandes de l'entreprise? Alors, au préalable, j'avais fait une enquête auprès de chaque salarié, l'un après l'autre, en leur demandant quels étaient les atouts, quels étaient les inconvénients de l'entreprise. Et de cette enquête, il est ressorti un certain pourcentage par rapport à ce que tout le monde pensait. Et donc ensuite, je leur ai demandé leur aide en réunion, de m'aider à ressortir quelque chose pour l'avenir. Et donc on a pris des décisions collectives par rapport à ce qu'on voudrait que l'entreprise devienne ou perdure. Parce qu'en fait, ce n'est pas devenir, c'est continuer quelque chose. Et du coup, donc, on a modifié certains problèmes qu'on avait de notoriété. On était connus par nos clients, mais pas par les autres. Tout ça s'est fait de manière collective, en tout collective. cas. Alors, est-ce que n'importe quel profil peut succéder à ses parents et se retrouver comme ça, du jour au lendemain, à la tête d'une société? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut avoir un minimum d'expérience. On ne peut pas arriver avec des idées préconçues devant un employé et lui expliquer que bon, ben, c'est comme ça et pas autrement. Et puis quelquefois, ça peut être le contraire de ce que pensait peut-être le père, la mère. Il y a un conflit de génération aussi. Non, il faut avoir de l'expérience. Ça veut dire qu'il faut un minimum de présence, de formation au sein du domaine dans lequel on est amené à évoluer? Oui. Soit il faut avoir travaillé dans l'entreprise au préalable pendant un certain temps pour savoir de quoi on parle. Soit il faut avoir une expérience... Donc très clairement, ça a été votre cas, oui. Si on comprend bien, vous avez suivi un petit peu, marché sur les traces de votre père. J'ai une expérience d'abord personnelle, et puis ensuite j'ai travaillé au sein de l'entreprise. Alors, dans le reportage que l'on a vu, Madame Boulan, on parle beaucoup du management participatif. J'aimerais avoir votre vision de ce management participatif, justement. Comment vous le concevez ? Je pense qu'il est important pour que quelqu'un adhère à un projet, qu'il fasse partie de ce projet. S'il ne fait pas partie du projet, il ne peut pas adhérer. Qu'il soit impliqué à 100%. Voilà, il faut qu'il soit impliqué. Donc il faut que ça vienne aussi de lui. Donc à partir du moment... Puis en plus, il y a des gens qui travaillent là depuis 40 ans et qui ont des idées. Et pourquoi pas exploiter ces idées. Donc du coup, quand on prend une décision par rapport à quelque chose d'important pour l'entreprise, qui donc modifie nos vies à chacun d'entre nous, individuellement, c'est important d'avoir l'avis de chacun pour pouvoir en faire un pot commun. Et ce pot commun entraîne que chacun, individuellement, met son pierre à l'édifice, sa pierre et permet d'avancer. D'autant que bien souvent, on passe plus de temps au travail qu'à la maison, comme vous parliez de vie au quotidien. C'est beaucoup plus simple d'avoir une convivialité plutôt que de ne pas se supporter. C'est ça. Et ce projet commun là, dont vous parlez, Madame Boulan, comment le faire perdurer, justement, au quotidien, sur la durée? Il faut l'animer. Il faut l'animer, et il faut l'animer régulièrement. Parce que je pense que c'est un travail de longue haleine. Oui. Mais c'est une vision à longue haleine aussi. Donc non, il faut l'animer, il faut en parler régulièrement, il faut avoir les avancées, tous les sujets sur lesquels, par exemple, on projette, avant d'arriver à la finalité, moi je communique beaucoup sur les petits pas qui sont
engendrer et qui arrive à la finalité. À la finalité. En fait, on est tous fiers à la fin. Alors, j'aimerais avoir votre avis sur un point. Quand on parle des cédants et des repreneurs martiniquais, on constate que seul 1/3 des entreprises sous-estiment le facteur humain, alors que visiblement 2/3 des sociétés ont des difficultés. On parle de licenciement, de conflits, de retard dans l'exécution des tâches. Pourquoi cette notion du facteur humain, selon vous, a tant de mal à être prise en compte chez nous? Alors que, comme vous le disiez, c'est une donnée fondamentale, en fait. Parce que je pense qu'on est toujours dans une société un peu paternaliste. Qui se retrouve à tous les niveaux. Donc on est encore dans une hiérarchisation, même qui existe en métropole de la même façon. C'est des systèmes américains qui sont un peu plus participatifs, sauf les grosses multinationales. Donc du coup, ça entraîne chez les employés, je pense que ça génère de la frustration. On s'installe dans une certaine exactement, frustration. Et cette frustration ne peut pas être bénéfique. C'est pas possible, ni pour toi, ni pour l'entreprise. Ni pour l'entreprise. Alors, si on regarde ce chiffre, Madame Boulan, après 6 ans, de manière générale, 20% des entreprises reprises ont disparu. Est-ce que transmission rime le plus souvent avec échec? Non, je pense que c'est le manque d'expérience. C'est le manque d'expérience. Je pense que chacun d'entre nous, quel qu'on soit, on n'a qu'une envie, c'est de léguer quelque chose à nos enfants. D'accord. Sauf que léguer à nos enfants sans les avoir préparés, ça ne peut pas fonctionner. Surtout une entreprise, quoi. Voilà. Il faut apprendre la formation dont vous parliez en début d'émission. Alors, poursuivre l'œuvre de son père, c'est une opportunité, mais aussi une responsabilité, parfois lourde à porter. La nouvelle gérante a pourtant trouvé sa place, un travail qu'elle n'aurait pu accomplir sans la loyauté des salariés, mais aussi le rattachement à l'entreprise et leur envie de la faire perdurer à travers le temps. Regardez. Depuis 1977, Marie-Aline illumine l'accueil de Trimargue. Comme la plupart des salariés, elle a connu Guillemette Boulan toute petite sur les bancs de l'école. Je dirais d'une certaine façon qu'on a grandi avec elle. Je suis heureuse de travailler avec elle. D'accord. De voir, comment dirais-je, l'évolution. Si voir Guillemette aujourd'hui derrière ce bureau est une évidence, c'est que ce siège n'a jamais été trop grand pour elle. La responsabilité était pourtant lourde à porter, préserver les bases solides de l'entreprise que seul le temps permet de construire, mais aussi demain, peut-être les transmettre. C'est très difficile, parce que d'abord il y a un deuil. Je suis fille unique, c'était mon père, donc c'est important. De l'autre côté, il y a un grand positif. Il a mis des bases sur quelque chose et moi, je n'ai plus qu'à continuer ces bases-là avec ma personnalité, ce que je suis. Donc du coup, à la reprise de l'entreprise, c'était de dire comment modifier, comment faire avancer l'entreprise pour qu'elle puisse perdurer. J'ai aussi 4 enfants. Donc il y a aussi, je pense que mon père, quand il a été jusqu'au bout, c'était de dire je veux donner quelque chose à ma fille. Donc là, l'idée est de dire aussi je veux donner quelque chose à mes enfants. Mais pour donner quelque chose à mes enfants, il faut que ce soit vivant, il faut que ce soit sain. Mais aussi un projet, un état d'esprit commun. Après 23 ans dans l'entreprise, Thierry est par exemple le gardien d'une tradition. Pourtant, lui non plus n'hésite jamais à se remettre en question. C'est un savoir-faire, c'est un partage aussi entre techniciens et puis direction technique pour qu'on ait un problème, savoir se remettre en cause, savoir revenir en arrière pour se dire bon, peut-être que j'ai pas fait les bonnes choses, c'est des choix à faire à des moments donnés. Mais surtout, toujours quand on dit renouvellement, il y a une formation qui est pas négligeable. On est obligé de le faire, si on le fait pas, on est dépassé. Mais cet avenir, c'est aussi Julien qui l'incarne. Ce jeune commercial vient d'être recruté. Cette façon de gérer l'entreprise, moi, me donne l'impression, me motive beaucoup plus. Et me donne vraiment cette sensation de travailler vraiment dans un but commun et me pousse justement à réaliser mes objectifs, voire à les dépasser. L'envie de se dépasser, donner du sens à des métiers, associer les salariés aux objectifs, le management participatif aurait le vent en poupe. Pourtant, selon cette sociologue, il a aussi d'autres enjeux. On incite de plus en plus à mettre l'être au centre des préoccupations, au centre de l'activité, pour qu'il participe à une œuvre commune, parce que c'est bien ça, ce dont il s'agit. Et
très souvent, je crois que ce qui manque, c'est que les plans de formation restent très formalisés, axés sur les objets en lien avec la chose de l'entreprise. Il n'y a pas de module, ce serait révolutionnaire sur un plan de formation d'avoir des modules autour des grandes questions qui irriguent la société d'une manière générale, parce qu'on ne considère plus le salarié comme quelqu'un qui vient produire point, mais comme un individu acteur d'une société plus largement et d'un microcosme qu'est l'entreprise. À leur échelle, les salariés de Trimark n'auront d'ailleurs pas simplement répondu à de simples objectifs de rentabilité, mais surtout réfléchi à un enjeu, la transmission d'une entreprise familiale qui fête ses 40 ans. Je dis qu'on a fait du bon travail et j'espère que ça va continuer encore quelques années. Alors, on espère que ça va durer quelques années, comme dit cette dame. Justement, on a insisté tout à l'heure sur le SAV, le service après-vente, au sein de votre société. Comment coordonner la bonne gestion du SAV? Parce que je pense que ce n'est pas simple, ce n'est pas évident tous les jours. Non, c'est une gestion de logistique en Martinique qui est assez compliquée. Et on a un directeur technique qui est très alerte sur ce genre de choses. Il sait où sont les clients, il connaît parfaitement la Martinique. Ses techniciens l'appellent régulièrement pour lui dire où est-ce qu'il y a des embouteillages, où est-ce qu'il n'y en a pas, et ainsi de suite. Donc il envoie ses techniciens en dépannage au plus juste, au plus sûr, le plus rapidement possible. Avec un maître mot réactivité, je suppose. Réactivité, dynamisme. Et tout ça est lié très certainement à la formation de vos collaborateurs, je suppose, puisque tout évolue très vite, les techniques évoluent très vite, surtout que vous êtes dans un domaine qui est particulier. On est dans un domaine qui est assez particulier. Comment ça se passe à ce niveau? Est-ce qu'il y a un processus de formation qui est mis en place régulièrement? Oui, régulièrement, on a des techniciens qui partent en formation, d'abord parce qu'on est juxté à l'informatique, donc il faut vraiment avoir les dernières évolutions, pour pouvoir justement connecter. Et donc ils partent en formation, on a 2-3 formations par an et ils sont formés au fur et à mesure, chacun à leur tour. Avec quelques-uns ont des spécificités par rapport à des produits qu'on n'a pas tellement sur le marché. Tout ça afin de maîtriser justement leurs produits. Alors, vous parliez d'informatique, vous êtes dans le secteur de la bureautique. Comment a évolué le marché de la bureautique chez nous? C'est un secteur extrêmement concurrentiel. On se bat, tout le monde se bat. Nous, on a fait un choix. On a fait un choix de qualité de service, que ce soit au niveau du commercial, que ce soit au niveau du SAV, des produits, parce qu'on sélectionne aussi nos produits. Évidemment, on ne sera jamais une énorme entreprise, on ne sera jamais une grosse entreprise avec un parc extrêmement important, mais en tout cas, on aura toujours, en tout cas, c'est ce qu'on veut, on aura toujours la qualité du service, conseil client qui est important et suivi SAV du matériel qui est mis en place. C'est votre maître mot chez vous. C'est qualité. Vous restez avec nous, on vous retrouve tout à l'heure, Madame Boulan. Place à notre éclairage autour d'une donnée économique, c'est le chiffre de la semaine. Alors que les aéroports de l'Hexagone ont battu leur record de fréquentation en 2012, 168 millions de passagers, la Martinique comme les autres aéroports ultramarins ont des performances en recul. Aimé Césaire arrive en queue de peloton avec une baisse de 5,5%, derrière la Réunion, moins 3,3%, la Guadeloupe, moins 2,7% et enfin la Guyane, moins 2,2%. Le nombre de passagers est repassé sous la barre des 10,5 millions. L'activité a du plomb dans l'aile depuis plusieurs années, mais 2011 avait pourtant signé une timide reprise, avec 4,1% de passagers en plus qu'en 2010. Le niveau du trafic était nettement supérieur alors à celui des 7 dernières années, une augmentation qui s'accompagnait aussi de l'inauguration de la liaison Roissy-Charles de Gaulle. Un an plus tard, les chiffres sont à nouveau dans le rouge et la pérennité de cette nouvelle ligne est elle aussi menacée. Tout à fait autre chose à présent, comme tous les mercredis, on découvre un concept innovant, un porteur de projet, c'est le bon plan de la semaine. Bienvenue à Las Palmas. Suivez-moi, je vais vous faire découvrir quelques-unes des nombreuses variétés de palmiers que vous allez trouver ici.
et que vous ne trouverez certainement nulle part ailleurs. Suivez-moi. Le royaume des palmiers s'offre à vous au quartier Concorde de Rivière-Pilote. Plus de 250 variétés du monde entier vous sont présentées par Georges, le maître des lieux, passionné de musique cubaine et de palmiers. Alors laissez-vous guider à la découverte de l'arbre de vie. J'ai l'honneur de vous présenter le vétéran de la palmeraie. C'est un des 3 palmiers que j'ai planté en 1975 à mon retour de mon premier voyage à Cuba. C'est un Roystonea regia. C'est le palmier royal de Cuba. C'est l'emblème de Cuba, si vous voulez. Et sur ces 3-là, il m'en reste 2. Il y en a un qui est mort depuis. Donc c'est un palmier qui a 38 ans. Du palmier cubain, allons à la rencontre de ses cousins de l'océan Indien. Alors, c'est un palmier qui s'appelle Dipsis lastelliana, qui est originaire de Madagascar, qui normalement, c'est un palmier unicole, c'est-à-dire qu'il ne fait qu'un seul tronc. Mais exceptionnellement, celui-ci, ça arrive rarement, mais ça arrive, on a fait 2. Hein? Alors, cet enduit que vous avez là, c'est une sorte de cire qui se trouve sur la partie supérieure du tronc. C'est vraiment de la cire, hein. Vous passez le doigt dessus et vous frottez les 2 doigts et vous voyez que ça glisse comme de la cire. Le voyage continue avec le survivant du Pacifique. Ça, c'est une des merveilles du jardin. Hein. C'est un Carpoxylon macrospermum. C'est un palmier qui est originaire du Vanuatu, qui avait été considéré comme éteinte. On ne la voyait plus du tout. Et puis, il y a quelques années, on a fini par retrouver quelques exemplaires qui survivent dans une forêt d'une des îles du Vanuatu. On poursuit dans l'insolite avec un palmier animal. Palmier queue de renard. Ça se voit, vous avez les feuilles qui ressemblent effectivement à des queues de renard. C'est un palmier qui pousse assez vite. Vous voyez l'écartement entre les cicatrices de feuilles. Elles sont très larges, il y a à peu près 10 cm. Chaque fois qu'une feuille tombe, il y a 10 cm de prix. Et saviez-vous qu'il y a aussi des palmiers rouges? C'est un Cytostachys laca. C'est un palmier qu'on surnomme selon les régions palmier Syrah cacheté, ou bien palmier rouge à lèvres, ou bien multipliant rouge. C'est un palmier vraiment qui est magnifique. Vous voyez que son port est complètement vertical. Il n'y a pas de tronc, de branches qui partent tellement sur le côté. Donc c'est un palmier qui n'est pas très encombrant. Après 3 heures de visite guidée, les palmiers n'auront quasiment plus de secret pour vous. Vous pourrez aussi acquérir des plants de ces rares spécimens dans la pépinière de Monsieur Pastel. Et pour l'achat d'un plant, la visite vous sera d'ailleurs offerte. Pour les visites en groupe, n'hésitez pas à réserver. Vous passerez un agréable moment dans ce lieu unique en Martinique, à l'ombre d'une des plus anciennes plantes du monde, fierté de nos latitudes tropicales. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, le mot de la conclusion avec Madame Guillemette Boulan, peut-être sur les projets, les perspectives de développement pour votre société qui a 40 ans maintenant, ce n'est pas rien, pour cette grande dame, hein, qui est Trimargue. Quels sont les projets? C'est reparti pour 40 ans? Oui. Maître mot. Qualité, amplifier la qualité, amplifier ce service, parce qu'on a notre place. C'est ça. Oui, une expérience surtout. 40 ans, ce n'est pas rien. En tout cas, merci d'être venu nous parler de votre société. Vous saluerez les collaborateurs, une quinzaine, je crois, au sein de cette société. Et puis, à très bientôt. Libreco est presque terminé, mais avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Demain, jeudi 14 mars, Contact Entreprise organise avec l'Association pour le développement de l'emploi et de l'insertion sur le centre de la Martinique une rencontre entre des chefs d'entreprise et des demandeurs d'emploi de la CACEM. Et puis vendredi 15 mars, de nombreux membres de Contact Entreprise participent à l'Assemblée générale de Réseau Entreprendre Martinique, association qui accompagne les porteurs de projets d'entreprise susceptibles de créer au moins 3 emplois. Voilà pour l'actualité de Contact Entreprise comme chaque semaine. En attendant, Libreco est terminé. On se retrouve mercredi prochain, même heure, même antenne. Passez une très bonne soirée sur ATV. À bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.